Alors, on va passer maintenant à la notion d'intégrale d'une fonction continue sur un segment. Donc, vous avez une fonction f continue sur un intervalle i, et vous avez a et b, deux éléments de i. Alors, bien sûr, comme f est continue sur i, d'après la proposition fondamentale qu'on vient de voir, eh bien, f admet une primitive grand F sur i. Et donc, avec ça, on va définir l'intégrale de a à b de petit f de t dt de la manière suivante. C'est tout simplement grand F de b moins grand F de a. Et on peut la noter comme ça. On met l'expression de la fonction grand F ici, entre crochets, on met a et b. Et ça, c'est ce calcul nous permet de calculer grand F de b moins grand F de a. Donc, une intégrale, c'est d'abord un nombre réel. C'est-à-dire, je fais la différence entre les valeurs que prend la fonction grand F en b et en a. Alors, je vais donner d'abord un exemple de calcul d'intégrale. Je vous donne, exemple. Je vous donne, par exemple, on l'appelle i, égale l'intégrale de 0 à 1, de 1 sur 1 plus x au carré dx. Et donc la fonction petit f, c'est là, petit f de x, c'est 1 sur 1 plus x au carré. Et d'après ce qu'on a vu dans le chapitre sur les dérivés, donc je vais écrire petit f de x est égal à 1 sur 1 plus x au carré. Alors bien sûr, cette fonction petit f est définie, est continue sur R et donc sur 0, 1. Et puis, on a vu qu'il admet une primitive. Et cette primitive, c'est quoi? Eh bien, c'est la fonction grand F qui a x associe arctangente de x est une primitive de petit f. Alors, je dirais pour le moment sur 0, 1, mais en réalité, c'est sur R. Et donc, i va être égal. Alors, pourquoi cette fonction est une primitive? Parce que dans le chapitre sur les dérivés, on a vu que la dérivée de la fonction arctangente, on a vu, et on a démontré d'ailleurs, que la dérivée de arctangente, c'est la fonction qui a x associé 1 sur 1 plus x au carré. Voilà. Donc, i va être égal. Donc, d'après ça, ça va être arctangente de x à prendre entre 0 et 1. Et là, ça va faire arctangente de 1 moins arctangente de 0. Alors, arctangente de 1, c'est le nombre qui est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2, dont la tangente est égale à 1. C'est, voilà, c'est pi sur 4. Donc ça, c'est pi sur 4. Et puis arctangente de 0, c'est le nombre réel compris entre moins pi sur 2, dont la tangente est égale à 0. Donc c'est 0. Voilà. Donc soit i est égal à pi sur 4. Alors généralement, quand les bornes, on les appelle les bornes a et b, sont des réels fixés, et donc l'intégrale, c'est tout simplement un nombre réel qui va être égal à grand F de b moins grand F de a. Voilà. Alors, quelques remarques quand même. D'abord, la première remarque va concerner la variable d'intégration. Donc le t ici, je l'appelle une variable d'intégration. Tout simplement, je peux écrire que l'intégrale de a à b de f de t dt, c'est la même chose que l'intégrale de a à b de f de x dx, c'est la même chose que l'intégrale de a à b de f de u du. C'est-à-dire cette variable, c'est une variable muette. Je peux utiliser à volonté la lettre que je souhaite utiliser. Alors bien sûr, il y a des lettres que je ne peux pas utiliser.
par exemple le A et le B, parce que c'est déjà les bornes. Et là, on trouve un parallèle avec ce qu'on avait fait sur les sommes, quand on fait par exemple la somme de k égale 1 jusqu'à n de ak, le k qui est l'indice de sommation, eh bien, je peux le remplacer par i, par j, par l, mais par contre, je ne peux pas le remplacer par n. Voilà. Donc, c'est le même principe qui s'applique ici pour les intégrales. La deuxième remarque que je voulais faire et qui est évidente d'après cette définition, c'est que, bien sûr, il faut que la fonction soit continue sur i, puisque sinon on risque d'avoir des surprises. Donc, quand la fonction est toujours continue sur i, et en particulier en a, l'intégrale de a à a de f de t dt, ça va être 0. Et du coup, aussi, enfin toujours comme application de cette définition, si je calcule l'intégrale de a à b de f de t dt, je vais trouver grand f de b moins grand f de a. Par contre, si je calcule l'intégrale de b à a de f de t dt, je vais trouver l'opposé, c'est-à-dire f de a moins f de b. Et donc, quand j'inverse les bornes, eh bien, il y a un signe moins, on obtient l'opposé de l'intégrale. Voilà. Donc maintenant, on va passer à une autre proposition qui est quand même très importante et qu'on va utiliser pas mal dans des exercices, soit comme ça, soit de manière plus sophistiquée. C'est que je prends une fonction continue sur i et je prends un réel a qui appartient à i. Et donc, je peux définir de cette manière la fonction phi qui va de i vers r, qui à chaque réel x associe l'intégrale de a à x de f de t dt. Et là, on aborde une application intéressante des intégrales. Alors bien sûr, le premier aspect des intégrales, c'est le calcul et le résultat qui va donner, qui va être un résultat numérique. Par contre, ici, c'est différent, puisque du coup, on va obtenir ce qu'on appelle une fonction définie par une intégrale. Et là, c'est la forme la plus simple des fonctions définies par une intégrale. Et cette fonction, alors je ne sais pas si j'ai lu la proposition jusqu'au bout, cette fonction phi, c'est l'unique primitive de f sur i qui va s'annuler en a, c'est-à-dire c'est une primitive de f. Phi de a va être égal à 0, mais c'est l'unique primitive qui vérifie cette condition. Alors, on va démontrer cette proposition. Donc, je vais effacer cette partie-là et cette partie-là. Alors, d'abord, la première chose qu'il faut démontrer, que cette fonction phi, c'est une primitive de f sur i. Et donc, je dis que f est continu sur i. Donc, elle admet, ça c'est la proposition fondamentale qu'on a vue tout à l'heure, elle admet une primitive grand F sur I. Et du coup, cette écriture-là, comme petit f admet une primitive sur I et que A et X sont des éléments de I, donc du coup, cette écriture a un sens, puisque l'intégrale de A à X de f de t dt va être égale tout simplement à grand F de X moins grand F de A. Et donc ainsi, quel que soit X appartenant à I, eh bien phi de X est égal à F de X moins F de A. Donc la première bonne nouvelle, c'est que cette fonction phi, elle est bien définie sur I. Donc première chose qu'on peut noter, phi est donc bien définie sur I.
sur I. Alors maintenant, on va voir, est-ce que cette fonction phi, est-ce que c'est une primitive de f sur I? Ça veut dire, d'abord, est-ce qu'elle est dérivable sur I? Et puis, deuxième chose, est-ce que sa dérivée est égale à f? Alors, grand F est dérivable sur I, c'est normal, puisque c'est une primitive sur I. De la même manière, de même pour la fonction constante qui a x associé f de a. Donc, par addition, f est dérivable sur I. Donc, pardon, c'est phi qui est dérivable sur I. Et du coup, quel que soit x appartenant à I, eh bien, phi prime de x va être égal, donc d'après ça, ça va être égal à la dérivée de cette expression. Donc la dérivée de f de x, ça va donner f prime de x moins, et là, la suite, non, c'est un piège, et la plupart du temps, on tombe dans ce piège-là. La plupart du temps, on écrit, enfin la plupart du temps, certains écrivent des fois, en dérivant cette expression, f' de x moins f' de a. Non, c'est pas f' de a. F de a ici, c'est une constante. C'est la fonction constante qui a x à tout x de i associé f de a. Et la dérivée de la fonction constante, c'est pas f' de a, mais c'est 0. Voilà. Et donc, comme comme f est une primitive de petit f, donc la dérivée de grand F, c'est bien sûr petit f de x. Donc, deuxième bonne nouvelle, phi est une primitive de petit f sur i. Maintenant, on continue le travail. Donc, je vais passer cette partie-là. Qu'est-ce qu'il faut démontrer maintenant? Il faut démontrer que cette primitive s'annule en A. Eh bien, c'est tout simple. Donc, tout simplement, phi de A est égal, d'après la définition, l'intégrale de A à A de f de t dt. Or, f est continu sur i, continu en A, donc ça va faire grand f de A moins grand f de A, ça fait 0. Dernière chose qui nous reste à faire, c'est démontrer ça. C'est démontrer que c'est l'unique primitive de f qui vérifie cette propriété. Et donc, pour ça, la méthode la plus simple pour démontrer qu'il est unique, c'est qu'on suppose qu'il existe une autre qui vérifie les mêmes propriétés et montrer qu'ils sont égales. Donc là, je dis soit j'ai une autre primitive de f sur A, enfin sur I, vérifiant G de A égale 0. Alors bien sûr, comme G est une primitive et phi est une primitive, et bien tout simplement, l'une est égale à l'autre plus une constante. Donc là, on a, quel que soit x appartenant à I, et G de x va être égal à phi de x plus lambda, avec lambda appartenant à R. Comme ça, quand je vais dériver, je vais avoir la dérivée de G, c'est f', et la dérivée de cette partie-là, c'est aussi, enfin, la dérivée de G, c'est f, et pour cette partie aussi, la dérivée, c'est aussi f. Voilà. Alors, bien sûr,
j'ai cette égalité qui est vraie quel que soit x appartenant à i. Donc, en particulier, ça va être vrai pour A. Donc, en particulier, G de A est égal à phi de A plus lambda. Or, G de A est égal à phi de A égale à 0. Donc, lambda est égal à 0. Donc, ainsi, quel que soit x appartenant à i, g de x est égal à phi de x, soit j est égal à phi. Voilà. Donc voilà, vous avez la démonstration de cette proposition.